Dans le cadre des webinaires pour les aspirants producteurs, voici la présentation de Marc-Ange Doyon du service de comptabilité et fiscalité de l'UPA. Aujourd'hui, moi, je vais vous donner un petit peu là, des conseils pour quelqu'un qui veut partir en affaires, de bien réussir son départ. Que mes conseils là, vont s'appliquer à quelqu'un là, où il se prépare. Là. Toute la technique, il l'a maîtrisée, puis il se prépare. Puis là, on est sur la ligne de départ, puis moi, je veux vérifier avec vous si vous avez ce qu'il faut avant de partir. Puis la course que vous allez faire, ce n'est pas contre la personne qui est à côté de vous, c'est par rapport à vos objectifs, à vous autres. Il va falloir choisir un statut juridique de votre entreprise. Principalement, il y a 3 choix. Là. Les entreprises à propriétaire unique, les sociétés en nom collectif, puis ou une société par action. On va revoir chacun des choix sommairement. L'entreprise à propriétaire unique, les avantages, c'est très simple à opérer. On n'est pas obligatoire d'avoir un nom enregistré au registraire des entreprises. Puis tout ce qu'on fait au niveau de l'impôt, c'est quand on produit notre rapport d'impôt, on inclut les revenus, puis on déduit les dépenses directement dans notre rapport d'impôt. Il y a des lignes de prévues pour ça, il y a des formulaires à compléter. Donc, c'est assez simple. On a à produire le rapport d'impôt personnel, puis on inclut les revenus et les dépenses. Au niveau maintenant des inconvénients, on a un inconvénient de taille, c'est la responsabilité personnelle pleine et entière du propriétaire. C'est-à-dire que si l'entreprise va mal, le propriétaire va mal. Aussi, les bénéfices, ils s'ajoutent à vos revenus personnels. C'est-à-dire que si vous avez un travail à temps plein, puis que vous faites de l'agriculture à temps partiel, puis vous faites des profits avec l'exploitation de votre entreprise à temps partiel, le bénéfice va s'ajouter à votre salaire. Donc, ça va augmenter vos revenus. Par contre, là, on voit la jeune dame là, commence à réfléchir. Ouais, qu'est-ce qu'il vient de dire, là, lui? Il faut dire aussi que si on avait des pertes, les pertes vont venir réduire les revenus personnels. Donc, on peut récupérer sous forme d'économie d'impôt des montants sensiblement importants si dans le début ou dans le démarrage de l'entreprise, on arriverait à des pertes, on pourrait récupérer des économies d'impôt quand même assez intéressantes. Société en nom collectif, un avantage de la société en nom collectif, c'est très souple au niveau de l'administration. Aussi, il faut savoir qu'une société en nom collectif, au départ, c'est un groupe de personnes qui s'associent ensemble pour exploiter une entreprise. Le groupe peut être composé de moi et des partenaires d'affaires, mais ça peut être mon enfant, ça peut être moi avec ma conjointe ou mon conjoint. C'est des personnes qui s'associent dans le but d'exploiter. Au niveau de l'administration, c'est très souple aussi. C'est semblable à une entreprise à propriétaire unique. Il n'y a pas de déduction à la source sur les retraits effectués. C'est-à-dire que si on est en société en collectif, puis les propriétaires encaissent ou font des prêts pour subvenir à leurs besoins personnels, il n'y a aucune retenue d'employeur ou de contribution. Ce sont des prélèvements personnels. La même chose qu'un propriétaire unique. Et puis, la société en nom collectif produit seulement un état financier et non un rapport d'impôt. La société en nom collectif, ce qu'elle va faire, elle va dire, moi, j'ai des revenus de 150 000 $, j'ai des dépenses de 50 000 $, j'ai fait un profit de 100 000. Maintenant, ce 100 000-là, il est réparti de quelle façon? Si moi, je suis associé avec mon partenaire d'affaires, puis on est 50-50, on va partager 50% du bénéfice directement dans nos rapports d'impôt personnels. Ça va venir s'ajouter à nos revenus, autres revenus. Qu'est-ce qui est moins le fun pour la société en nom collectif? Responsabilité, comme les propriétaires uniques qu'on a vu tantôt, une responsabilité personnelle, pleine et entière, on peut aussi dire solidaire. Ça veut dire que tout le monde, tous les associés savent des dettes qui sont à l'intérieur de la société, mais ne sont pas responsables des dettes personnelles que les sociétaires ou les associés pourraient avoir à leur nom personnel. Mais tout ce qui est dans la société, tous les associés sont responsables les uns
peu importe le pourcentage. On n'est pas, si on a 25 on n'est pas responsable de 25 des dettes, on est responsable de 100 des dettes. Donc, on est une responsabilité illimitée, mais au niveau de la société en non collectif. Puis, comme les propriétaires, les entreprises à propriétaire unique, ben, les bénéfices de la société en non collectif vont s'ajouter. Mais par contre, on voit la jeune dame qui commence à réfléchir à son affaire, dit, si jamais dans notre démarrage, on prévoit dans notre plan d'affaires qu'on va être déjà à perte pour 2, 3, 4 ans, le temps de tout mettre en place, ben, si on avait des pertes, ben, à ce moment-là, on pourrait récupérer des économies d'impôts. C'est sûr que de faire des pertes, ce n'est pas l'objectif visé, mais ne vous inquiétez pas, ça arrive dans les meilleures familles. Ça. La société par action, les avantages, ben, c'est qu'une responsabilité personnelle, elle est limitée à l'investissement, sauf s'il y a un endossement personnel. Là, des fois, il y a des gens qui sont bien déçus de ça. Ils disent, on crée une compagnie, on va limiter notre risque. Mais écoutez bien, si moi je suis banquier, puis vous venez me rencontrer pour emprunter 200 000 puis vous dites, moi je veux faire le prêt au nom de ma compagnie, moi je dis, pas de trouble, je vais vous prêter 200 000 à votre compagnie. J'ai confiance à cette compagnie-là, puis pouvez-vous me prouver que vous aussi, vous avez confiance à cette compagnie-là, puis que je vous demande de cautionner l'emprunt. C'est-à-dire que vous êtes prêt personnellement prendre la responsabilité des paiements si la compagnie ne réalise pas. Là, voyez-vous, on se retrouve dans une situation où ça va être assez difficile de dire je ne suis pas intéressé. Ben, ça se peut que si vous dites vous n'êtes pas intéressé, moi, si vous n'avez pas confiance à votre compagnie, je vois mal comment moi je pourrais j'aurais cette confiance-là. Donc, moi, rassurez-vous, je ne prête pas d'argent, je ne suis pas un banquier, mais je fais juste expliquer la mise en situation qui peut arriver, puis que des fois, ben, l'endossement personnel dans le démarrage d'entreprise, c'est pas si rare que ça. Donc, le gros avantage des compagnies, c'est vraiment le taux d'impôt qui est peu élevé. Le taux d'impôt, il est de 13 actuellement pour les entreprises agricoles, parce que dépendamment du type d'entreprise, le taux peut être différent, mais pour les entreprises agricoles, le taux est de 13 Puis ça, c'est le taux applicable jusqu'à un profit là, inférieur à 500 000. On parle de profit net en bas de 500 000, le taux est de 13 Donc, on voit qu'il y a un avantage assez intéressant. Si c'était un particulier et qu'il ferait un profit de 500 000, on ne parlerait pas de 13 on parlerait de tout près de 53 Les inconvénients de la société par action, c'est qu'il y a des frais annuels plus élevés, puis ça vient réduire l'avantage d'avoir un taux d'impôt peu élevé. C'est-à-dire qu'on paye peut-être moins d'impôts, mais on paye plus de frais de professionnels. En bout de ligne, il en reste plus dans nos poches, c'est ça qu'il faut mesurer. C'est aussi difficile de profiter de la déduction pour gain en capital lors d'un transfert familial. Éventuellement, quand on veut faire un transfert familial de nos entreprises, c'est plus difficile de faire un gain capital puis d'en profiter de cette déduction-là. Puis, l'autre inconvénient qui est quand même important, surtout dans la période de démarrage, c'est que les pertes que la compagnie peut réaliser, ben ça ne viendra pas réduire mes revenus personnels à moi. Ça va s'accumuler dans la compagnie, puis éventuellement, ça viendra réduire les profits de la compagnie dans le futur. Mais je ne peux pas profiter de l'économie d'impôt sur mon taux à moi. Comprenez que quand on veut en profiter à notre taux au niveau personnel, si notre taux d'impôt est de 50 ben on récupère quand même pas mal d'impôts. Tandis que dans une compagnie, si j'ai une perte qui est reportée, ben je vais économiser du 13 Est-ce qu'on veut tout le temps comme le meilleur des deux mondes? Hein? Autre dossier que vous allez avoir à préparer avant votre démarrage, c'est de vérifier si vous allez vous inscrire à la TPS-TVQ. Dans la TPS-TVQ, on a une obligation de s'inscrire si le revenu de l'entreprise dépasse 30 000 si le revenu brut dépasse 30 000 pendant 4 trimestres consécutifs. Puis là, je dis bien 4 trimestres consécutifs, qui n'est pas nécessairement une année. Ça peut être 2 trimestres dans une année, puis 2 autres dans une autre. L'important, c'est s'ils sont consécutifs. Alors, si votre revenu est supérieur à 30 000 pendant 4 trimestres consécutifs, vous devez vous inscrire. Puis, si vous êtes inférieur à 30 000, ben, vous avez le choix de vous inscrire ou non. Et puis, ça, il faut se demander comme producteur agricole, est-ce qu'on aurait quand même un avantage à s'inscrire au niveau des taxes?
Si on a un revenu brut inférieur à 30 000, il faut savoir que les produits agricoles sont souvent détaxés, donc on n'a pas à percevoir la taxe sur les revenus. Et puis, lorsque je t'inscris, ben, ça me donne la possibilité de demander le remboursement des taxes payées sur l'achat des biens qu'on consomme dans l'entreprise. C'est sûr que ça pourrait être différent si vous dites, moi, mon entreprise agricole, je vends directement aux consommateurs. Prenons par exemple, moi, j'ai une entreprise que je vais vendre du bois de chauffage, j'en vends pour 20 000 par année. Ben là, quand je vais vendre mes cordes de bois, ben ça va être le prix déterminé plus taxes. Tandis que si quelqu'un n'est pas inscrit aux taxes, ben lui va peut-être vendre son bois un petit peu moins cher directement au consommateur. Ça devient comme moins intéressant de s'inscrire à ce moment-là. Mais si quelqu'un ne perçoit pas les taxes puis se fait rembourser, là, ça devient comme plus intéressant de s'inscrire aux taxes. TPS TVQ, toujours, là, pour s'inscrire, il faut remplir le formulaire LM1. Vous pouvez trouver ce formulaire-là sur le site de Revenu Québec. Vous tapez dans Google LM-1, il va vous emmener directement là. Vous pouvez aussi vous inscrire par téléphone. Vous pouvez aussi vous rendre sur place pour vous inscrire. Quand vous allez vous inscrire, ils vont vous demander, voulez-vous faire une déclaration ou un rapport de taxes à tous les mois, à tous les 3 mois ou sur une base annuelle. C'est sûr que si vous demandez des remboursements de taxes, si vous êtes inscrit dans une base annuelle, ça peut vous prendre un certain temps avant d'être remboursé. Alors, nous autres, on dirait, puis au mois, vous allez trouver que ça vient vite, fait des rapports à tous les mois, là. Que souvent, les producteurs agricoles sont inscrits sur une base trimestrielle. Quand vous allez vous inscrire, faites attention parce qu'au ministère, là, ils vont vous proposer d'autres choses. Ils vont dire, veux-tu t'inscrire en même temps pour avoir un numéro d'employeur, pour faire des déductions à la source? Veux-tu un numéro de taxe pour l'essence, un numéro de taxe pour le tabac? Ah, vous savez qu'au Québec, on a des taxes, nous autres, là. Les opérations forestières, etc. Dans le fond, là, le gouvernement va insister un petit peu, mais faites pas comme au McDo, là. Laissez-vous pas vendre un chausson, là, puis si vous n'avez pas besoin. Là. Si vous n'avez pas besoin de numéro d'employeur, demandez-en pas. Parce que vous allez avoir de la paperasse qui va venir avec ça. Alors, il faudra aussi, avant notre départ, de réfléchir à notre système comptable. Il va falloir organiser la tenue des livres de votre entreprise. Donc, on peut la faire de façon informatisée. Il existe le logiciel comptable là, pour les entreprises agricoles qui est spécialisé. Il y a SIGA Finance. Il y a Acomba qu'on peut facilement adapter à l'entreprise agricole. Il y a aussi Simple Comptable. C'est des logiciels pour la tenue des livres de votre entreprise. Il y a aussi une application Aléop qui permet une saisie quasi, en tout cas, mécanique ou pratiquement automatisée de votre comptabilité. Mais le principal avantage d'Aléop, c'est qu'on peut par la suite, en même temps qu'on saisit la comptabilité, Aléop va saisir les quantités physiques, puis il va être capable de nous donner par la suite des rapports technico-économiques. C'est quand même intéressant, mais pour quelqu'un qui débute, moi, je voudrais commencer par maîtriser votre comptabilité. Ensuite, on ajoutera des choses plus intéressantes. C'est sûr qu'il y a toujours la possibilité aussi de tenir la comptabilité de façon manuelle dans un livre. Ça va peut-être aussi vous demander une caisse enregistreuse, dépendamment du domaine dans lequel vous anticipez vous lancer. Mais vous voyez, à chaque fois que je passe d'une acétate à une autre, là, la pile de papier a grossi sur notre bureau. Là. Mais c'est pas fini. Il va falloir vous avoir un numéro d'identification. Là, il est marqué un numéro ministériel, mais c'est un numéro d'identification ministérielle. Ça, c'est un numéro que le ministère de l'Agriculture pourra vous émettre. Ça pourra vous éviter de payer les droits de mutation ou les taxes de bienvenue si vous voulez acquérir un terrain. Ça va vous donner accès aussi au remboursement des taxes foncières. Encore là, il y a des conditions à respecter, mais ça va vous prendre au moins ça. Ça va vous donner aussi accès aux subventions de la financière agricole qu'on a entendu tout à l'heure, puis les subventions du MAPAC, puis du réseau Agri-Conseil. Donc, il faut que ce numéro-là est vraiment important, là, le numéro d'identification ministérielle. Vous devrez aussi vous inscrire à l'Union des producteurs agricoles et puis votre syndicat spécialisé. Après avoir accès au remboursement des taxes foncières à la ferme, ben, ça va vous donner ce remboursement-là si vous qualifiez.
permet aussi d'assister aux réunions d'information de l'Union des producteurs agricoles. Ça vous permet aussi d'assister aux réunions des syndicats spécialisés. Si vous êtes un producteur de lapins, ben, quand les producteurs de lapins vont se réunir puis ils vont faire une réunion, ben, souvent il y a beaucoup d'informations qui circulent là. Ben, si vous êtes membre de ce syndicat-là, ben, vous avez le droit de vous y présenter. Ça vous permet aussi de créer un réseau de contacts. Vous pouvez vous inscrire aussi à l'ARACA, qui est un groupe de regroupement de jeunes agriculteurs qui partagent l'information et qui font des activités pour les jeunes. Que ça nous crée un réseau de contacts, ça aussi intéressant. Si votre entreprise prévoit de la restauration, ben assurez-vous d'avoir le permis nécessaire au MAPAC, le permis municipal, puis respecter les règlements de zonage. Là, la pile de papier, là, est rendue épaisse. Demandez conseil pour avoir un système de classement. Ça, le système de classement, c'est quelque chose qui va permettre de prendre cette pile-là, puis l'envoyer là, puis de le classer dans un ordre qu'on va être capable de se retrouver facilement. C'est plus que la moitié de la comptabilité, ça, d'avoir un système de classement. Il faut vraiment ne pas se gêner pour investir là-dedans. Maintenant, on va parler de la pile qu'on aime. La pile qu'on n'aimait pas, là, on vient de la voir, c'est la pile de papier. Mais la pile qu'on aime, c'est l'encaissement des revenus. C'est celle-là qu'on va vouloir faire grossir, hein? C'est cette pile-là. Là. Mais moi, je dirais, pour vous... Oui. Marc-Ange, je vous laisse environ une petite minute encore parce qu'on a plusieurs questions et on veut garder du temps pour les questions, d'accord? Oui, très bien. Alors, je pèse le gaz. Entourez-vous d'une équipe de comptables, de notaires, puis assurez-vous que ces gens-là soient des personnes qui sont complices puis qui vont vous pousser à améliorer votre entreprise. Alors, j'ai pratiquement terminé. Concentrez vos énergies pour là où vous êtes productif, mais négligez pas le reste. Négligez surtout pas l'administratif. Parce que ça, c'est l'administratif, là, c'est mangeur d'énergie. On va terminer avec une pensée, c'est que ceux qui réussissent ne font rien d'extraordinaire, mais prennent la peine de faire des choses qu'il est si facile de ne pas faire. Donc, si vous faites ça, moi je pense que vous serez grand gagnant. Vous allez être le gagnant de votre propre course, c'est-à-dire de réussir ce que les autres pensaient que vous étiez peut-être incapable de faire. Puis ça, c'est une satisfaction très, très, très intéressante. Alors, j'ai terminé. J'ai respecté ma minute.